Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mardi 8 décembre. Les listes qui se sont qualifiées pour le deuxième tour des élections régionales ont jusqu'à ce soir 18 h pour se déclarer en préfecture. En Guadeloupe, vous le savez, il y en aura deux. Tout d'abord, celle d'Harry Chalus. Le candidat et sa liste changée d'avenir est arrivé en tête à l'issue du premier tour avec 43,55% des voix. Son portrait avec Karine Gielman. De la mairie de Baie-Mahault depuis 2001 à l'Assemblée nationale depuis 2012, l'ancien agent EDF Harry Chalus est désormais candidat au second tour des élections régionales. Sur notre antenne, Harry Chalus a exposé ses propositions pour la région. Mieux gérer les aides régionales et les fonds européens au profit des primo-créateurs. Mieux cibler ces aides-là, mieux accompagner les chefs d'entreprise. Il y a beaucoup d'aides qui existent au niveau de l'Europe qui ne sont pas assez utilisées pour ce nouveau modèle économique, pour la création d'emplois, pour la croissance bleue et la croissance verte. Donc, ça sera basé sur la mobilisation des fonds européens. C'est surtout la mobilisation et par la suite, en fonction du travail que nous ferons avec certains chefs d'entreprise, exonérer certaines personnes, aller plus loin dans l'exonération, mettre aussi, s'il le faut, en fonction de ceux qui rentrent certaines taxes en place, mais ça, nous le verrons quand nous serons en place. 4 ans après son arrivée à la tête de Baie-Mahault, il est élu vice-président du Conseil général de la Guadeloupe. Lors des élections législatives en 2012, il est élu député de la 3e circonscription de Guadeloupe. En 2010, il est inscrit 41e sur la liste menée par Victorin Lurel. Et en 2015, c'est sous son propre étendard qu'il se présente avec pour slogan « Changer d'avenir face à Victorin Lurel ». Une des priorités de son programme, la formation. La croissance bleue, les nouveaux métiers de la mer, former nos jeunes, permettre à nos jeunes de créer leur emploi. Pourquoi pas comme d'autres l'ont fait. Nous avons prospecté, nous avons vu former ces jeunes dans les métiers de la mer, former des jeunes pêcheurs, les accompagner à avoir des bateaux qui partent pendant 2 semaines, aller pêcher, ramener du poisson pour qu'on puisse nourrir en poisson la Guadeloupe. Le 6 décembre, date de son élection pour le second tour des élections régionales, il obtient 43,5% des voix. Un beau cadeau d'anniversaire. Harry Chalus est en effet né le 6 décembre 1961 à Pointe-à-Pitre. De son côté, le président sortant Victorin Lurel est arrivé second à l'issue du premier tour dimanche avec 41,09% des suffrages. Son portrait avec Karine Gielman. L'ancien ministre des Outre-mer de 2012 à 2014, Victorin Lurel est candidat à sa réélection pour un 3e mandat. Le duel face à son ancien colistier Harry Chalus s'annonce serré au vu des résultats du premier tour, 41,09% pour Lurel contre 43,55% pour Chalus. Sur notre antenne, Victorin Lurel a présenté son bilan. Il faut savoir étaler. Avec un budget de moins de 600 millions, le département de l'époque de M. Gillot avait plus d'argent que nous. L'État, bien entendu, plus. Les agglos, les communes, plus. Eh bien, on a nous étalé. On n'a pas augmenté les impôts. On n'a pas surendetté, donc on a fait des prêts. C'est parce qu'on avait désendetté la région après la catastrophe de 65 millions que j'avais trouvé à mon arrivée. Il a fallu prendre 3 ans pour rétablir ça. Et en même temps, répondre aux demandes de la population. On l'a fait en gérant les impatiences. Originaire de Vieux Habitants dont il sera le maire pendant 4 ans, il connaît bien les rouages des conseils départementaux et régionaux. Il a été élu du conseil régional dès 1992, puis général en 1994 et en devient le vice-président 4 ans plus tard. Le candidat est également député de 2002 à 2012 de la 4e circonscription de Guadeloupe, puis à nouveau depuis 2014. Une des priorités de la prochaine présidence de la région Guadeloupe pour le candidat Victorin Lurel, l'éducation. C'est d'abord l'éducation. L'éducation. L'enfant, l'école, le savoir. L'enfant, l'école, le savoir. Et quand je dis le savoir, c'est tout. Depuis la maternelle, peut-être même dans le ventre de la mère, jusqu'à l'université. Et On a un fort problème d'illettrisme. alors, il y a un très fort problème. J'ai une proposition de dire pas moins de... On ne devrait pas avoir 15% d'illettrés ici. Et c'est tous les sujets, y compris sur le savoir nager. Vous êtes dans une île entourée d'eau, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ne savent pas nager. On a tout ça. On a fait ce travail-là, il ne sera jamais terminé. Jamais. Parce que vous devez le faire tout au long de la vie. Le 6 décembre, date de son élection pour le second tour des élections régionales. Il est mis à mal pour la première fois. En 2010, en effet, il avait été élu dès le premier tour. Alors un peu plus de 3000 voix séparent les deux hommes, un duel pour ce second tour, en tout cas qui ne surprend pas vraiment les Guadeloupéens, comme l'a constaté Patrick Curie. Les dés sont déjà joués, hein.
parce que vu le résultat du premier tour, ce sera très difficile pour lui de faire un virement de situation. Il fallait s'y attendre parce que ce sont des candidats qui ont le plus de moyens, donc forcément, ils se retrouvent au deuxième tour. Le problème qui se pose, c'est que je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit pour les Guadeloupéens. Celui qui est déjà devant, qu'il gagne. Hein. Il y a seul qui gagne, M. Chalus. Bon, peut-être ça c'est un peu coincé quand même, mais que le meilleur gagne. Mais je pense que Chalus va passer. Parce que j'ai écouté et je pense que c'est ce qu'ils ont dit au niveau de Chalus. Je pense qu'il va réussir. Oui, parce que je le suis tous les jours. Enfin, j'ai suivi durant tout le résultat et tout ça. Oui. À mon avis, ça sera serré entre les deux candidats, le président sortant et M. Chalus. Donc ça sera un peu serré, mais... Autre réaction, celle d'Élie Domota, le secrétaire général de l'UGTG et porte-parole du LKP. Pour lui, quelle que soit l'issue du vote, rien ne va changer. On l'écoute, il est interrogé par Patrick Curie. Là où on a regardé les résultats, c'est l'abstention qui fait premier, avec pratiquement 53%. Donc, M. Chalus qui a fait deuxième, M. Lirel qui a fait troisième, et c'est les blancs ou nuls qui a fait troisième, quatrième, avec plus de 5% des voix. Donc, ces résultats-là, ça, nous avons analysé de la manière suivante. Pratiquement 60% des électeurs guadeloupéens qui ont lancé en défiance en direction de la classe politique. Parce que tout le monde bien comprend aujourd'hui là que les problèmes qu'il y a en Guadeloupe, alentour à l'insertion professionnelle, alentour à le chômage de masse, alentour à l'illettrisme, alentour à l'échec scolaire, alentour à tous ces gros problèmes-là que nous n'avons pas qu'à relever de compétences à conseil régional, mais de véritablement de compétences en état souverain. Et c'est pour ça que plus que jamais, nous, et l'IGTG, nous avons dit, il faut que nous gommions pour en Guadeloupe, libre et souverain et indépendant, pour nous prendre en main direction à pays en nous et mettre en place les politiques qu'il faut pour jeunesse en nous, pour le développement économique, pour le développement agricole, pour la souveraineté alimentaire, etc. Et en ce sens-là, ça, il faut nous bien comprendre que quel que soit mon qui est élu dimanche là, eh bien mon ça, il est totalement minoritaire en Guadeloupe. Non, de toute façon, nous avons bien comprendre. On dit de côté, M. Lirel qui était ministre à M. Hollande. On dit de l'autre côté, M. Man Pranchard qui était ministre à Sarkozy. Et en final de compte, on vient retrouver en laissé liste là, ça, des maires, des élus, des députés, des sénateurs et autres, qui toujours servi le système colonial français contre les travailleurs. Donc encore une fois, rien n'est changé en Guadeloupe. Et encore une fois, ça pour Guadeloupe fait, c'est mettez main en nous et ensemble pour nous lutter pour un Guadeloupe libre et souverain. Alors pour l'heure, aucune consigne de vote n'a été donnée par les candidats éliminés. Mélina Seymour d'Ambition Guadeloupe nous disait hier qu'elle appelait simplement les Guadeloupéens à aller voter dimanche. Et la grande question bien sûr que tout le monde se pose, que va-t-il se passer justement ce dimanche dans les urnes? Hier soir sur notre plateau, les journalistes Pierre-Édouard Picor et Dany Xandronis ainsi que le politiste Éric Nabajot nous ont donné quelques pistes. Les gens votent toujours avec leur cœur au premier tour. Et donc, si vous voulez, c'est le choix du cœur au premier tour. Et au deuxième tour, ils font un choix définitif. Il y a un phénomène, en cas il faut un coup de bulletin. Mais oui. C'est-à-dire que là, on va choisir ou d'éliminer quelqu'un. Ben oui, choisir. Point. Et c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. D'éliminer quelqu'un que puisque ce n'est pas votre quelqu'un. candidat qui est là. Oui. Donc à ce moment-là, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez de votre voix. Mais oui, c'est un sentiment là. Direction à présent la Martinique avec cette alliance surprise entre la liste d'Alfred Marie-Jeanne et la liste de Yann Monplaisir. Les deux hommes ont décidé de s'allier pour le second tour de l'élection des conseillers territoriaux. La décision a été prise cette nuit. L'information a été communiquée sur la page Facebook de Daniel Marie-Sainte. Le but, faire barrage à la liste conduite par Serge Letchimy. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il sera notamment question de la défaite du pouvoir vénézuélien aux élections législatives. Nous irons également à Trinidad et Antigua. Voici la Minute Caraïbe. La défaite du pouvoir vénézuélien aux élections législatives a pris des allures de déroute. Dimanche 6 décembre, au terme d'une journée électorale marquée par une très forte participation, 74,25%, l'opposition a remporté 99 des 160 sièges de l'Assemblée nationale monocamérale. Le Parti socialiste unifié du Venezuela, le PSUV,
La formation de l'ancien président Hugo Chavez et de son successeur Nicolás Maduro n'en conserve que 46. 22 sièges sont encore en dispute, alors que 96% des voix ont été comptabilisées. Selon la présidente du Conseil national électoral, le CNE, Tibissé et Lucena, les résultats définitifs devraient être annoncés dans les prochaines heures ou les prochains jours. Toutefois, immédiatement après la proclamation officielle du score, tard dans la nuit, le président Maduro est apparu à la télévision pour reconnaître la victoire de ses adversaires et appeler ses compatriotes à accepter les règles du jeu et de la démocratie en paix et dans le calme. Il a réitéré ses accusations contre une opposition jugée coupable de la catastrophe économique du moment. Pour sa part, le secrétaire général de la MUD, Jesus Chuo Torrealba, a assuré que l'opposition assumerait sa victoire avec humilité, fermeté et tranquillité. Trinidad, l'ancien Premier ministre et leader de l'opposition actuelle, Kamla Persad-Bissessar, a reçu un écrasant soutien des membres du Congrès national uni, l'UNC, qui l'ont fortement reconduite comme leader de leur parti lors de leurs élections internes qui se sont tenues samedi. La marge de victoire était si grande que moins de 3 heures après le vote, les fidèles du parti fêtaient leur victoire. Persad-Bissessar va maintenant reconstruire son parti et renforcer sa position de chef de l'opposition à la Chambre basse. Tous les yeux seront désormais tournés vers son adjoint, l'ancien ministre du Commerce, Ivasant Bharat, pour savoir si elle continuera de collaborer avec lui alors qu'il a à plusieurs reprises contesté le leadership de Persad-Bissessar. Selon les médias locaux, Mounilal, le grand vaincu de cette élection, souhaiterait faire recours face aux nombreuses irrégularités qu'il aurait constatées lors du vote de samedi, avançant même que près de 2000 votes n'auraient pas été comptabilisés. Patricia Scotland n'était pas une candidate des Caraïbes, elle était une candidate parrainée par le Royaume-Uni. Patricia Scotland a servi les Britanniques toute sa vie et elle a vécu là-bas pendant 60 ans et n'a passé que 2 années de sa vie à la Dominique, a-t-il affirmé, lors d'une récente interview sur Antigua et Barbuda Radio Observateur. Brown a poursuivi en disant que la Convention veut que la reine soit le chef du Commonwealth. La Grande-Bretagne ne peut pas avoir de candidat au poste de secrétaire général, mais elle a trouvé quelqu'un des leurs, un ressortissant britannique qui avait des racines des Caraïbes, pour l'utiliser et contrôler littéralement ce poste. Si la reine d'Angleterre Elisabeth II reste à la tête du Commonwealth, le secrétaire général de cette organisation regroupant un tiers de la population du globe est chargé d'en promouvoir les valeurs et les principes et de le représenter sur la scène internationale. Retour en Guadeloupe, on va parler de voile. En 2017, la Mini Transat ne s'appellera plus Mini Transat Île de Guadeloupe car l'arrivée se fera désormais en Martinique et plus précisément au Marin. La décision a été prise samedi dernier. Explication avec Éric Pommier. Cette image d'une grande famille de skippers de la Mini Transat, heureuse d'être en Guadeloupe après une traversée au large et en solitaire, appartient désormais au passé. En 2017 et 2019, c'est la Martinique qui a été choisie comme destination finale pour accueillir l'événement. Une décision qui surprend, voire suscite colère et incompréhension. Jean-Michel Marziou a fait partie des bénévoles qui ont œuvré pour accueillir dignement cette compétition voile. Ce passionné de la mer ne parle pas de sanctions pour lui, l'explication vient d'ailleurs. Si j'en crois ce qui m'a été dit par certains coureurs et puis le président de la classe mini, la situation géographique de Douarnenez a pesé lourd dans la balance du fait de son éloignement des gares, du fait de son éloignement de l'aéroport et également du fait de son insularité. En fait, c'est les problèmes de parking, etc., des problèmes de logistique assez lourds à gérer. Donc je pense que le facteur essentiel de choix du nouveau trajet, en fait, La Rochelle-Martinique, le facteur essentiel a été la situation défavorable de la ville situation géographique défavorable de la ville de Douarnenez. À l'unanimité, les skippers ont avoué avoir bénéficié d'un accueil exceptionnel. En coulisses, les choses ne se sont pas passées totalement comme prévu. Jean-Michel Marziou préfère évoquer un problème de dispersion des responsabilités. Il a fallu faire un choix entre le Memorial Act et la Marina. Finalement, le choix n'a pas été fait. On s'est partagé entre les deux sites. Alors pourquoi pas le Memorial Act? C'est vrai que le site est extraordinaire, sauf que les bateaux ne pouvaient pas être amarrés au ponton du fait de la houle générée par les paquebots, par les bateaux de passage, etc.
Nous, Triskel, les bénévoles de Triskel, nous sommes intervenus très tard dans la boucle et nous n'avions pas tous les outils pour, disons, accepter correctement, favorablement les gens de la Mini Transat. Finalement, ça s'est fait, mais quand même un peu à l'arrache, je dirais. On aurait pu préparer plus en amont cette arrivée et en faire une arrivée encore plus sympa que ce qui a été fait, bien qu'elle ait été très sympa. La Guadeloupe, à sa route du Rhum, évoque désormais la Mini Transat vers la Martinique. Jean-Michel Marziou reste confiant pour un retour éventuel en 2021, peut-être grâce à un autre projet présenté par une ville autre que Douarnenez, avec comme destination à nouveau Pointe-à-Pitre. Et l'un des partenaires de cette course transatlantique en solitaire, c'était le comité de tourisme des îles de Guadeloupe. Je vous propose justement d'écouter la réaction de Willy Rosier, le directeur du CTIG. Il est interrogé par Anne-Elisabeth Artsen. Ce n'était pas une priorité pour nous. La priorité, c'est la route du Rhum, vous l'avez bien compris. On ne peut pas tout faire. On vise des événements les plus importants. Alors évidemment, le grand événement nautique, il y en a 3 en France. Il y a le Vendée Globe, il y a la Transat Jacques Vabre et il y a la route du Rhum. Donc nous, c'est d'avoir une de ces 3 grandes transatlantiques. Après, effectivement, dans les petits événements, on a la Carujet, on a la Mini Transat, on a des éléments comme ça. Nous, on l'a fait appeler, on avait demandé à ce que ça s'appelle la Mini Transat des îles de Guadeloupe, puisque nous avions 2 éditions, celle d'il y a 2 ans et celle de cette année-là. Il y a 2 ans, c'était pas vraiment un succès, donc on s'était dit on veut booster un peu le succès, surtout sur la visibilité médiatique à l'extérieur. Et on s'était dit, on avait négocié avec les organisateurs pour l'appeler Mini Transat des îles de Guadeloupe. Mais ceci dit, les éditions suivantes, nous n'en avions pas fait une priorité, parce que pour nous, la priorité, c'est la route du Rhum, et faire éventuellement une route du Rhum, ce qu'on appelle un T-Rhum, tous les 2 ans, au lieu d'avoir 4 ans qui nous séparent de la grande route du Rhum. Donc c'est un peu ça l'objectif pour nous. Et puis l'objectif, c'est des événements comme la Coupe Davis, comme vous avez pu voir. Là, on se bat et on obtient parce qu'on y met les moyens. Mais, la Mini Transat a été remis en jeu. Nous n'étions pas, si vous voulez, nous avons considéré que ce n'était pas un objectif prioritaire. Sport toujours, on va parler volley puisque la 10e édition du championnat de la Caraïbe junior de volleyball a débuté hier à la Barbade et ce soir, les Guadeloupéennes seront opposées aux Martiniquaises. Info pratique à présent avec vos coupures d'eau du jour. 2 communes sont concernées aujourd'hui. Tout d'abord, la commune des Abîmes depuis 7h ce matin en raison du lavage de réservoirs. Les zones d'Anquetil, Bainbridge, Besson, Chauvel, Dugazon et Grand Camp sont privées d'eau. Retour à la normale prévu aujourd'hui en fin d'après-midi. Et puis lavage de réservoirs également depuis ce matin, cette fois-ci à Morne-à-l'Eau. Conséquence, l'eau potable est coupée dans les zones de Bellecoin, Bonne-Terre, Pointe-à-Retz et Richeval. Retour à la normale en fin d'après-midi. Avant de vous laisser, on jette un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi en Guadeloupe. C'est un temps très ensoleillé qui nous attend. Les températures, elles, seront comprises entre 27 et 30 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site le www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi d'une météo détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1 suivi de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute votre actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.